Welcome to the Fragility Forum 2022 podcast series produced by the Fragility, Conflict and Violence Group of the World Bank Group. As complexity and uncertainty become the new normal, with complex crises posing new challenges, from the COVID-19 pandemic to climate change, this podcast series explores how the international community can best support countries affected by fragility, conflict and violence in a fast-changing global landscape. Un grand bonjour de Bukavu, dans la République démocratique du Congo, province Sud Kivu. Je m'appelle Nicolas Elie, je suis directeur de l'organisation Alerte Internationale, basée normalement à Londres. Et dans cet épisode, nous allons parler du secteur minier en RDC et ses liens avec le conflit et l'action qui est entreprise pour faire face à ces liens. Je suis ce soir avec Odile Boulaboula. Bonsoir. Bonsoir. Et Alain Chitona. Bonsoir Alain. Bonsoir. Ils vont brièvement se présenter. S'il vous plaît, Odile. Merci beaucoup. Moi, je réponds au nom de Madame Odile Boulaboula. Je suis la coordinatrice adjointe du réseau d'innovation organisationnelle, une ONG de la place, partenaire d'International Alert. Nous travaillons dans le cadre de la transformation des conflits et éducation à la paix. Nous aspirons à voir la région des Grands Lacs libre, paisible et juste. Merci Alain. Moi, c'est Alain Chitona. Je travaille pour le compte de l'organisation Observatoire Gouvernance et Paix, OGP en sigle. Et pour le moment, nous sommes dans un projet de Madini, Wamani na Maendeleo, en consortium avec Alerte, qui est financé par les Pays-Bas. Je suis le chargé de projet dans ces projets. Super, merci beaucoup de nous rejoindre. On fera en 3 parties. On parlera un peu du contexte dans le Sud Kivu et dans la région. On parlera après de l'action que vous faites dans vos 2 organisations pour répondre à ce contexte. On va essayer de terminer avec quelques réflexions sur votre plaidoyer. Qu'est-ce que vous voulez que les bailleurs, que la communauté internationale fasse pour répondre à la situation? Donc, commençons peut-être d'abord avec le contexte. Odile, comment décririez-vous le contexte du conflit dans la région? Oui, après plus de 2 décennies de guerre, la province est totalement fragmentée. Il y a des divisions partout entre les communautés qui se battent, qui se déchirent, et on peut les voir à travers les différents groupes armés qui sont actifs. Donc, nous sommes dans une insécurité qui fait qu'il y a toujours des déplacements des populations. Les gens sont obligés de fuir leur pays, leur village pour aller voir là où ils peuvent vivre mieux. Et ça fait qu'on est vraiment dans un déchirement. Et ceci est soutenu aussi par des problèmes au niveau politique, où il y a une crise institutionnelle actuellement au Sud Kivu. Le gouvernement provincial est en conflit avec le Parlement provincial. Le gouverneur de province n'est pas accepté par la population, alors qu'il est soutenu sur le plan national. Alors cela fait qu'on ne sait plus sur quel pied jouer. S'il revient, ça sera la grogne au niveau de la population. Et comment on va faire pendant que le contexte est complètement instable? Il y a une multitude de groupes armés, aussi bien locaux qu'étrangers, qui opèrent et qui endeuillent la population tous les jours. Merci. Et Alain, vous travaillez dans le secteur minier, ou avec le secteur minier. Quels sont les principaux liens entre les mines et le conflit dans le contexte qu'Odile vient de décrire? Oui, comme Odile venait de le dire, dans la province du Sud Kivu, il y a une multitude de groupes armés. Et ces groupes armés interfèrent dans l'exploitation minière artisanale de manière directe ou de manière indirecte. Et cela a un impact négatif sur ce secteur minier. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté aussi, il y a les pays voisins avec l'afflux des réfugiés depuis, je crois, 1997-96, avec l'arrivée des réfugiés qui se sont aussi effectivement impliqués dans l'exploitation minière artisanale, et tout cela au détriment de la communauté bénéficiaire de minerais dans les pays. Et ça, c'est un problème trop sérieux. Mais à part cela, nous avons tous ces problèmes-là de conflits coutumiers, des conflits interethniques
dans des zones minières qui entravent une très bonne exploitation minière et artisanale. Donc ça, c'est un peu sur le plan les conflits, comment ça interfère avec les minéraux. Mais aussi, on peut rajouter à l'interne la présence aussi comme l'a souligné Mama Odile, des groupes armés qui font du commerce de minéraux, mais par l'appui de certains pays ou de certains acteurs qui sont voisins de la région. Une phrase que j'ai entendue ici, c'est qu'on est passé des groupes armés à vocation communautaire ou ethnique à des groupes armés à vocation économique. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, moi je suis d'accord avec cela. Et c'est là où je voulais aussi donner cette nouveauté par rapport à ce qui s'est passé avec les capitaux chinois qui interviennent maintenant dans l'exploitation artisanale des ressources naturelles et surtout dans les Mwenga et Chabunda, où on a vu des capitaux chinois interférer dans les coopératives minières artisanales. Et ces Chinois ont été toujours escortés par les militaires des FARDC en violation du code minier. Cela ne peut pas se faire. Et donc, cela montre que, de part et d'autre, il y a des groupes qui sont soutenus, qui sont subventionnés par des mains au niveau national, des mains politiques, des mains d'efforts qui les soutiennent dans ces actions d'exploitation frauduleuse des ressources naturelles. Je sais, pour passer un peu à l'action que vous entreprenez, je sais qu'à OGC et aussi à Rio, vous faites beaucoup pour faire face à ces défis que vous venez décrire. Alain, quelles sont les principales pistes de votre action à l'Observatoire de gouvernance et conflits? Bon, au niveau des gouvernances, observatoire de bonne gouvernance, nous nous rapprochons beaucoup plus des acteurs qui sont dans le secteur minier à travers des structures étatiques qui sont implantées au niveau de la province, qu'on appelle comité provincial de suivi des activités minières, mais qui ont aussi des structures au niveau local, au niveau des sites, qui sont appelés des comités de suivi, comité local de suivi des activités minières au niveau des groupements, là où l'exploitation s'est faite. Donc, si on a choisi à travailler avec ces structures, c'est parce qu'on y retrouve, comme je l'ai dit tantôt, tous les acteurs, entre autres les acteurs du secteur privé, les acteurs du gouvernement, mais aussi la société civile. Tout ça, si on a pensé à travailler avec cette dynamique, c'est pour essayer de répondre à tout ce que nous venons de décrire ici comme problème, comme problématique, afin de voir si on peut trouver des solutions. Et sur ce, nous sommes appuyés, comme je le disais, nous sommes en train d'exécuter en construction un projet, comme je l'ai dit tantôt, Madini Kwamana Mendeleo. Et avec ce projet, nous sommes en train de mettre certaines actions sur place. Et nous sommes revenus d'abord sur les analyses de contexte, comme on était en train de décrire tout de suite ici, ce qui nous a permis de faire ensuite un diagnostic de sécurité. Et ce diagnostic de sécurité, ensemble avec les structures que j'étais en train de décrire, mais aussi avec l'appui des ETD, donc les entités décentralisées, on est arrivé à sortir un plan local de sécurité. Et dans ce plan local de sécurité, et ça réunit tous les acteurs que vous... Oui, ça réunit tous les acteurs, oui, effectivement. Et de ce plan local de sécurité, on a fait maintenant des recommandations et des pistes de solutions pour essayer un peu de résoudre ou de répondre effectivement à tous ces problèmes là-bas. À titre d'exemple, je peux dire, on a du côté sécurité, on a trouvé que, là, pour être précis, par exemple dans les territoires de Fizi, on a trouvé que la circulation des armes est un facteur qui insécurise les exploitants miniers. Et ensemble, dans le plan local de sécurité, on a développé ou on a mis en œuvre une action avec les jeunes, mais aussi les services de sécurité, pour essayer un peu de voir comment récupérer ces armes. Et cette action a eu lieu et certaines armes ont été récupérées. Si je peux énumérer, nous avons donc cette action a récupéré 10 armes AK-45, 9 grenades, 2 détenus et 4 jeunes ont été arrêtés par rapport à ça. Donc ça, c'est une des actions qui est en train d'être mise en marche. Et je vais revenir sur d'autres tout à l'heure, mais donc ça, c'est
une approche qui associe la jeunesse avec les autorités et qui fait un peu le dialogue entre les deux, si j'ai bien compris, pour établir ces plans communs. Je voulais aussi poser à Odile la question des femmes. On sait que dans des secteurs miniers partout dans le monde, la violence contre les femmes est malheureusement assez grave dans ce secteur, comme elle l'est au Congo. Et vous travaillez aussi avec les femmes dans ce domaine. Oui, nous travaillons avec les femmes dans un petit projet qui est intitulé Creuser pour l'égalité, parce que nous voulons que les femmes aussi puissent exercer leurs droits dans le secteur de la mine artisanale. C'est un secteur où il y a beaucoup de discrimination à l'endroit de la femme. On sent vraiment le poids des tabous et le poids des coutumes rétrogrades contre la présence de la femme dans l'artisanat minier. Et nous essayons de travailler dans le cadre de la sensibilisation avec les autorités à tous les niveaux, surtout aussi au niveau local, parce que ce sont les chefs coutumiers qui ne veulent pas lâcher cette situation, ils ne veulent pas que la femme approche la mine de peur que les minéraux ne puissent se fuir, selon les préjugés qui sont développés dans notre contexte. Mais nous essayons quand même de leur montrer que la femme, c'est une actrice. Il faut cesser qu'elle soit victime, il faut maintenant qu'elle participe aussi au développement et à son autonomisation dans les secteurs miniers. Il y a même des coopératives minières gérées par des femmes, si j'ai bien compris. Tout à fait, il y a des coopératives. Nous allons les appeler les coopératives, mais ça demande encore un processus de formalisation parce ça n'a pas été constitué de manière correcte. C'était fait presque à la hâte, mais ça demande vraiment des renforcements des capacités pour leur formalisation effective. D'accord. Alain, pour revenir vers vous, vous avez évoqué les approches de dialogue, mais je sais aussi, j'ai entendu que pour les régimes des minéraux de conflit, l'accréditation dans ce régime est très, très difficile au Congo, si j'ai bien compris. Il y a un régime rouge, orange, jaune, verte qui coûte $50 000, si j'ai bien compris, pour la certification, qui implique un processus où plein de fonctionnaires doivent se déplacer. Ça prend beaucoup de temps. C'est très, très dur pour les mines de le faire. Et vous avez mis en place, dans le contexte régional, mais surtout ici au Congo, une autre approche, si j'ai bien compris. Oui, nous avons mis une autre approche de mine bleue. Bien sûr que c'est une approche régionale, mais ici au Congo, nous avons déjà, accompagné le ministre pour qu'il puisse amener au niveau du Parlement l'arrêté qui essaie un peu de réduire tous ces processus là-bas et de rendre moins coûteux les processus. Parce que nous sommes tous d'accord que depuis les dernières certifications de sites, ils n'ont pas connu des visitations, comme vous l'avez dit, par rapport à ces coûts-là. Et on veut que les minéraux qui sont exploités au Congo, principalement dans les sites Kivu, reprennent encore la valeur ou l'accréditation au niveau international. Et sur ces points-là que nous sommes en train de travailler avec les ministères, avec tous les autres acteurs, pour que cet arrêté qui a été déjà promulgué déjà au mois de décembre puisse effectivement être mis en œuvre. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler et on espère que ça va marcher. Est-ce que selon vous, les régimes, je connais par exemple les régulations européennes sur les minéraux de conflit ou l'acte Dodd-Frank aux États-Unis, est-ce que ces régimes internationaux ont un effet positif c'est dans ces régimes que vous écrivez les mines bleues sans doute, mais est-ce que ça a un effet positif en général, selon vous? Oui, au fait, ça a de l'impact, d'autant plus que, d'ailleurs, si on prend par exemple la loi Dodd-Frank, c'est quelque chose qui est venu, susciter la curiosité, non seulement pas la curiosité, mais l'implication de notre gouvernement à ce qu'il puisse travailler sur une chaîne, propre des minéraux, bien qu'on a perdu pendant un temps parce que les minéraux n'étaient pas achetés, mais du coup, ça a permis à notre pays d'essayer un peu de revoir un peu les systèmes, tout ce qui est procédure, processus par rapport à la traçabilité, essayer un peu d'assainir les chaînes pour qu'on puisse un peu avoir des minéraux qui sont propres. Vous êtes d'accord, Odile? Comment vous voyez ça? Oui, je suis très d'accord. Et plutôt, je voulais aussi qu'au niveau de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, que tous ces mécanismes qui sont mis en place soient respectés. Il y a beaucoup de protocoles qui sont signés par les États, mais on ne voit pas que ces protocoles sont respectés. Et ça fait que la fraude continue.
la fraude, la contrebande continue et c'est en défaveur de la population congolaise parce que nous sommes en train de souffrir. On n'a pas de route ici. On n'a pas de route alors que nous avons, le pays a des ressources qui pouvaient être en mesure de financer la construction, la réhabilitation des routes. À des milieux, à 200 km déjà, vous ne pouvez pas partir. Voilà pourquoi les groupes armés sèment la terreur parce qu'il n'y a personne qui va les traquer là-bas. Là, vous avez évoqué la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ça nous amène peut-être à notre troisième partie, notre partie finale, qui est sur le plaidoyer sur le plan international. Là, vous avez évoqué un point. Mais pour revenir vers vous, Alain, qu'est-ce que vous voulez que ce soit fait, qu'il s'agisse de l'État congolais, de la région ou de la communauté internationale pour vous soutenir dans ce travail entre mines et conflits? Bon, la première des choses, c'est d'abord de faire en sorte qu'au niveau de notre pays, le Congo, qu'on améliore la gouvernance. Si la gouvernance est améliorée, je crois que ça va résoudre plusieurs problèmes. Ça, c'est au niveau national. Quand je parle de la gouvernance, je vois toutes ces histoires-là de taxation, des taxes illégales, des titres superposés, tout ça. Donc, le secteur minier doit être assaini et la gouvernance doit être revue. Ça, c'est au niveau national. Mais au niveau régional aussi, nous devons arriver à harmoniser certains textes régionaux. Par exemple, il y a des pays qui sont membres de la CIRG, qui ont signé des protocoles, mais qui en réalité ne respectent pas ces protocoles. Je prends l'exemple au hasard. Il y a des minerais qui sont exploités au Congo et qui viennent de sites supposés être rouges, mais qui sont acceptés par les pays membres de la CIRG et qui ont signé les protocoles pour essayer un peu de rassainir la chaîne. Et qui ont été exportés depuis ces pays, non? Oui, depuis ces pays, effectivement. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Et ça, comme il y a d'autres implications, là, je reviens encore sur les taxations au niveau régional. Il y a certains membres des pays CIRG qui font c'est pas par ignorance, mais ils le font pour d'autres fins. Ils peuvent rabaisser les taux de taxes pour que les exploitants puissent aller vers eux, tout en sachant que certains exploitants viennent avec des minéraux qui sont venus des sites qui ne sont pas rouges. Et d'ailleurs, comme réponse, c'est pourquoi nous sommes en train de courir derrière cette nouvelle approche des mines bleues. Mais aussi au niveau international, nous suggérons qu'il y ait un plaidoyer effectivement sur ces États-là. Parce que tout commence par là. Même ce que Maman Odile avait dit tantôt quand on expliquait le contexte, c'était venu avec l'arrivée des étrangers au niveau du Congo. Et ils ont pris goût de l'exploitation minière. Et en prenant goût de l'exploitation minière, il y a aussi des Congolais qui ont pris aussi goût de l'exploitation minière et qui ont des armes. Et la situation va être comment? C'est celui qui a des armes qui va exploiter et il exploite au compte de celui qui les patronne. Et tout ça, c'est au niveau international que je crois qu'il doit y avoir un plaidoyer à ce niveau là-bas pour que ces États se sentent engagés et responsables du respect des textes auxquels ils ont signé. Mais aussi, il y a des espaces. Il faut juste que je suis conscient du temps, donc je vais donner le dernier mot à Odile, pardon Alain, mais sur le plaidoyer, sur le plan international ou régional, quelles sont vos pensées? Je suis en train de penser à cette question d'indemnisation au profit des communautés qui ont été affectées par cette exploitation avec les capitaux chinois. Quand les Chinois ont été à Mwenga, par exemple à Chabunda, ils ont détruit les plantations, ils ont violenté les populations, ils ont spolié les gens et à la fin, c'est comme s'ils partaient, comme s'ils n'ont rien fait ici. Moi, je pense qu'il faut que sur le plan international, cette question d'indemnisation revienne. Moi, j'ai parlé avec un paysan qui a perdu 40 champs. Pour ces 40 champs, on lui a donné $2000. Ça, ce sont des sommes maudites, ça, c'est de l'exploitation. Ça, c'est la déshumanisation même. Et moi, je pense qu'il faut vraiment que, sur le plan international, qu'on revienne sur la question des entreprises chinoises en Afrique. Ça ne nous a pas aidé à nous développer et aujourd'hui, ça nous pille et ça
c'est en train de nous exterminer presque. Merci. Merci beaucoup. Alain, vous semblez avoir quelque chose à dire très vite à la fin. C'est juste un dernier mot. Allez-y. Avec le projet Mandini, nous avons aussi récolté un certain nombre de plaidoyers. Et d'ici là, on va partir avec ça à Kinshasa auprès des autorités pour un plaidoyer aussi. Et voir donc si pour ça ramener peut la changer. voix des communautés, Oui, à la capitale. À la capitale, pour voir si ça peut changer quelque chose. C'est un peu ça ce que je voulais un peu très bien rajouter. Merci beaucoup Odile, merci beaucoup Alain. Merci beaucoup de cette conversation, merci à vous d'avoir écouté. Merci. This wraps up this episode of the podcast series. Thank you for listening, and please check out our other podcasts. For that, and to learn more about the World Bank Group efforts in environments affected by fragility, conflict, and violence, please visit our website www.worldbank.org/FCV.